Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours et des études que vous avez faites qui vous ont mené vers le cinéma? Ok. Alors, mon parcours, disons que moi j'ai commencé à développer un intérêt pour le cinéma. Je devais avoir à peu près votre âge, ou peut-être un tout petit peu moins, mais c'était une curiosité sur comment ça se fabrique un film. Enfin, moi je connaissais personne qui travaillait dans le cinéma. Je savais pas du tout, je savais rien en fait, donc je regardais des films. Enfin, à l'époque, fallait aller au cinéma, il n'y avait pas de DVD, enfin, même pas, maintenant, même les DVD, c'est has-been. Donc, bref, il fallait aller dans les salles, donc regarder les films, je me disais, tiens, mais comment c'est fait, etc. Donc, il y avait déjà cette curiosité-là. En même temps, ça me paraissait très lointain et inaccessible. Et moi, je dessinais aussi beaucoup, donc je me dessinais un peu plus peut-être aux Beaux-Arts. Mais l'intérêt pour le cinéma allait croissant. Et en fait, ce qui a été vraiment déterminant, c'est la lecture d'un livre qui sont les entretiens entre François Truffaut et Alfred Hitchcock. Et où il parle de toute la filmographie de Alfred Hitchcock en parlant de choses justement très pratiques et très concrètes, et qu'est-ce qui mène à un choix de découpage, qu'est-ce que ça produit de mettre un gros plan à tel endroit, ou d'utiliser telle musique, ou tel mouvement de caméra. Et en fait, ça m'a un peu décomplexé par rapport au fait que je ne savais pas grand-chose, parce que je me disais, mais en fait, c'est des choses très concrètes et très, très pratiques. Et du coup, j'ai essayé de faire un premier court-métrage avec la caméra Super 8 de mon père, enfin un film muet, sur une histoire de meurtre parfait, mais que je n'ai jamais fini parce que je pensais que j'allais tout pouvoir faire en une journée. Et puis finalement, c'était beaucoup plus long que ça. Mais voilà, mais il y avait quand même, j'avais préparé un découpage, et après je l'ai monté avec une colleuse, enfin c'est à la colle. Hein, et je me souviens d'un énorme moment comme ça de satisfaction quand j'ai fait mon premier raccord. Enfin, c'était un raccord dans le mouvement, hein, tout bête, où on passait où il y a le personnage qui avait tué l'autre avec son pied retournait le cadavre, et donc c'est un plan large, et puis je raccordais sur un plan serré, et quand j'ai vu que ça marchait, j'avais l'impression d'avoir inventé la poudre, mais voilà, donc c'était bon voilà, enfin, en tout cas ça m'a encouragé à continuer. Et enfin, moi j'avais grandi en Allemagne parce que mon père est allemand, ma mère est française, donc j'avais fait ma scolarité en Allemagne. Et donc j'ai décidé de venir à Paris en me disant il faut que je voie beaucoup plus de films. Et enfin, comme toujours aujourd'hui, Paris est vraiment la ville où il y a l'offre la plus large pour voir des films. Enfin, en tout cas aussi les films classiques ou de répertoire. Enfin, il y avait la Cinémathèque aussi, donc je m'étais inscrit à l'Université Paris 8, et j'allais très très souvent au cinéma. À Paris 8, j'étais aussi bien dans le département cinéma, mais qui est très théorique. Enfin, c'était plus de l'analyse de films que des choses concrètes. Mais aussi toujours en art plastique aussi, parce que je continuais à vouloir me garder cette porte-là. Suite à cette année, il y a eu l'université de Paris 8 proposé un échange avec une université new-yorkaise. Et donc, du coup, j'ai profité de ça pour aller à New York. C'était un petit département de cinéma dans une université publique, enfin, c'était pas une des grandes universités privées. Et ils avaient un peu de matériel, 16 mm, des caméras, table de montage, etc. Et c'était très orienté vers la pratique. Et donc, c'est là que j'ai vraiment fait mes premiers courts-métrages. D'abord, c'était des exercices muets, enfin, ce qui est d'ailleurs une très bonne école, enfin, une très bonne méthode pour appréhender la fabrication, parce qu'on est obligé de raconter tout visuellement. Voilà, le cinéma, c'est quand même, enfin, même si le son est très important, mais c'est quand même d'abord un art visuel. Voilà, et dès le début, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était voilà, le découpage, comment raconter un film sans avoir recours au dialogue. Et après, j'ai fait aussi 2 courts-métrages enfin, avec du son, avec des dialogues. Et tout ça, ça a conforté
mon envie de... Enfin, je me disais, oui, ça me plaît vraiment, et toutes les étapes, que ce soit l'écriture, le casting, le tournage, le travail avec les comédiens, le choix des décors, et puis après le montage. Enfin voilà, je sentais que c'était une forme d'expression qui me correspondait. Du coup, j'y étais 2 ans en fait, et à la suite de ces 2 ans, je suis retourné à Paris. Et à Paris, j'ai passé le concours de l'IDEC, enfin, qui est l'actuel FEMIS. Euh, et j'ai été pris. Et donc j'ai fait les 3 ans à l'IDEC, donc j'ai fait des études de cinéma quand même assez longues si on additionne tout, et où les études étaient, enfin, ça ressemblait quand même un peu à ce que j'avais fait à New York, c'est-à-dire très orienté vers la pratique, donc faire des courts-métrages et surtout travailler, ce qu'on avait déjà fait à New York aussi, travailler sur les films des uns des autres à différents postes, parce qu'en fait enfin, l'image, la lumière m'intéressait aussi, le son m'intéressait, le montage m'intéressait. Donc voilà, et en passant comme ça d'un poste à l'autre, ça a permis un peu d'explorer tout ça. Et après, en sortant de l'IDEC, moi j'ai commencé à travailler comme assistant réalisateur essentiellement sur des documentaires. Et 3-4 ans après notre sortie de l'IDEC, il y a un camarade qui a monté une petite structure de production qui s'appelle Serena de Production. Et on était, qui s'appelle Vincent Dietchi, on était plusieurs à graviter autour sortant de l'IDEC. Donc il y avait Gilles Marchand avec qui j'écris toujours les scénarios, il y avait Laurent Cantet, et un autre ami qui s'appelle Thomas Bardinet. Et là, on continuait ce principe-là, faire des courts-métrages. On tournait dans les postes. Voilà, un coup, je faisais l'image sur le court-métrage de l'un, après le montage. Et donc, ça continuait comme ça, l'apprentissage et l'accumulation d'expériences, mais toujours dans un esprit comme ça de partage. Et donc, ça, c'était dans les années 90, et c'est là aussi que j'ai écrit mon premier long métrage qui s'appelle Intimité, alors que peu de gens ont vu, mais qui existe, et qui a été produit aussi par cette structure, mais avec très peu d'argent et toujours un peu dans le même type d'économie, c'est-à-dire avec voilà, ces gens qu'on connaissait qui travaillaient à différents postes, donc tourné en Super 16. Et ce film est sorti en 94, bon, n'a pas très bien marché, donc après j'ai continué à travailler comme assistant réalisateur, comme assistant monteur, enfin sur différents films. Il y avait toujours l'aventure Serena qui continuait, où on continuait à travailler ensemble. Et jusqu'au moment où donc Gilles et moi, à la fin des années 90, on a écrit le scénario de mon deuxième film, Harry, un ami qui vous veut du bien, qui a été du coup produit par Diafana, une autre société de production. Avec voilà, dans une économie un peu plus confortable, enfin avec des financements. C'était pas un film à gros budget, mais voilà, enfin dans des conditions un peu plus conventionnelles, disons, moins bricolées. Et donc ce film-là a eu un gros succès. Enfin, il était à Cannes en compétition, donc en 2000. Ce qui était enfin très surprenant parce qu'on se dit, bon, on l'avait présenté, on se disait bon, peut-être un certain regard ou à la quinzaine ou je sais pas si tout va bien, et puis là tout à coup on était en compète, donc c'était assez impressionnant. C'était la première fois que j'allais à Cannes, et l'accueil a été vraiment incroyable, enfin très très chaleureux et positif. Euh, et après, quand le film est sorti plus tard, pareil, enfin il a très très bien marché. Enfin, la presse était unanime. Enfin voilà, donc c'est une expérience un peu inverse au tout premier film. Et évidemment, après, les choses ont été un peu plus simples pour la suite. Et voilà, donc après celui d'après, j'ai mis 5 ans à le développer, à l'écrire. Enfin, je prenais un peu mon temps aussi parce que j'avais beaucoup accompagné Harry dans des festivals à l'étranger. Donc tout ce service après-vente peut être assez chronophage. Voilà, et puis bon, par la suite, j'ai fait d'autres films. J'ai travaillé aussi sur 2 séries, une qui s'appelle Tunnel, où j'ai fait les 2 premiers épisodes, une autre qui s'appelle Eden pour Arte, qui est une mini-série de 6 épisodes. Et voilà. Et puis bon, par rapport à Cannes, donc
mon avant-dernier film, La Nuit du 12, qui a été... alors, Lemming était à Cannes aussi, enfin en film d'ouverture et en compétition. Et La Nuit du 12, donc il y a 3 ans, était à Cannes dans la sélection Cannes Première, donc pas dans une sélection de compétition. Et là aussi, il a été très bien accueilli, a plutôt très bien marché en salle, et après a eu plusieurs Césars lors des Césars de 2002, 3, je sais plus, enfin de 2002, je pense. Voilà, et après, bon, j'ai mis en chantier le dossier 137 qui se retrouve à nouveau à Cannes, mais cette fois à nouveau en compétition, enfin, ce qui ne m'était pas arrivé depuis 20 ans. Voilà, donc ça, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais bon. Vous avez présenté votre nouveau film Dossier 137 le 15 mai à 18h30. Même avec l'expérience, comment vivez-vous ce genre de projection? Est-ce que c'est toujours un petit peu stressant pour vous? Et comment vivez-vous les réactions du public? Non, alors bizarrement, j'étais pas stressé du tout. Alors peut-être effectivement avec l'expérience. Et puis j'étais plutôt confiant parce que, enfin, en tout cas, moi, je sais que j'étais content du film. Enfin, ce qui veut pas rien dire, hein. On peut être content d'un film et puis d'autres personnes le trouvent nul. Donc, et puis, la réaction du public, c'est toujours un peu ce qu'on attend. Donc, ce qui est un peu impressionnant à Cannes, c'est que enfin, en tout cas. C'est la première fois qu'on le montre à un public, et puis c'est un public, enfin après c'est un public un peu particulier parce que c'est pas non plus un public lambda, c'est beaucoup de professionnels, etc. Mais c'est une salle de plus de 2000 places, donc de le montrer comme ça tout à coup à 2000 personnes, évidemment, on espère qu'il va plaire parce que on a fini tout le travail sur le film est fini, donc c'est au film maintenant de convaincre et de vivre sa vie, même si par la suite, enfin notamment à Cannes, il faut faire du service après-vente, des entretiens, etc. Mais voilà, on lâche le film et voilà, on voit ce que ça donne, et là il se trouve que la réaction a été très très positive et chaleureuse, enfin aussi bien de la part du public qu'après, enfin des retours qu'on a pu avoir dans la presse et dans les interviews que j'ai fait hier et aujourd'hui, j'ai bien senti que les journalistes étaient très conquis par le film, donc c'est chouette. Et ce qui est super, enfin dans le festival de Cannes, enfin il y a un truc un peu schizophrène à Cannes parce qu'il y a tout le décorum, les paillettes, etc. Enfin c'est vraiment pas mon truc, voilà, le luxe, on se dit bon, c'est quand même un peu étrange, et puis en même temps c'est ça aussi qui permet à des films plus exigeants, voilà, qui parlent de sujets de société, qui sont pas forcément Mission Impossible. Enfin après c'est bien que Mission Impossible soit montrée aussi, bien sûr, mais ça permet à ces films d'exister. Et Cannes est une grande caisse de résonance qui fait que si le film est bien accueilli là, ça aide beaucoup par la suite au moment de la sortie du film, parce qu'il y a déjà une curiosité, il y a déjà un écho qui a précédé le film, et c'est en ça que c'est super de montrer un film à Cannes. On a pu voir votre film La Nuit du 12. Comment dans celui-ci avez-vous réussi à ne pas tomber dans le manichéisme et à éviter la caricature? En fait, enfin, pour moi, ça passe beaucoup par le fait de savoir de quoi on parle, c'est-à-dire de beaucoup se documenter et beaucoup se rechercher, enfin de ne pas se lancer tête baissée, aller voilà, je vais faire un film sur la police, et de s'inspirer que de films préexistants, et donc moi, il me tenait à cœur de vraiment savoir comment, enfin là c'est une enquête d'une brigade criminelle sur un féminicide, donc enfin, quel est réellement le travail de ces enquêteurs, y compris dans son côté très ingrat, enfin, voilà, parce que donc là je m'étais basé sur un livre d'une écrivaine qui s'appelle Pauline Guéna, qui avait passé 1 an en immersion à la PJ de Versailles. Donc le livre était c'est un livre documentaire, hein, donc c'est très documenté sur le quotidien des policiers. Donc et j'ai choisi une des enquêtes dont elle parle, enfin qui font 50 pages sur 500 dans le livre, mais on s'est aussi nourri de tout le reste du bouquin. Et moi-même, j'ai fait une petite immersion d'1 semaine à la PJ de Grenoble, mais c'était une fois que le scénario était écrit. Et voilà, et donc l'idée c'était évidemment de raconter une enquête policière, enfin avec ses codes, et où il y a un meurtre, où on a envie de savoir qui
est le coupable, même si dans ce film-là, la particularité, c'est qu'on le sait jamais. Mais pour moi, c'est une façon un peu différente aussi d'aborder le genre. Mais en tout cas, voilà, enfin, de pas faire en sorte que les enquêteurs soient des héros comme ça qui passent leur temps à courir après les méchants, à dégainer leurs armes, etc. Donc d'ailleurs, ils la dégainent jamais dans le film. Et surtout, ce qui m'intéressait aussi, c'est le parcours du personnage principal et de voir aussi comment il évolue. Ce qui m'intéressait aussi, c'était que ça questionne aussi le rapport des hommes et des femmes, et notamment à travers une institution qui est très, enfin, comme la police judiciaire, qui est très masculine. Enfin, il y a beaucoup avec aussi des codes de virilité, et comment quelqu'un qui est là-dedans et qui tout à coup est confronté à des violences faites aux femmes va évoluer, et comment son regard va changer. Voilà. Donc il y avait ce double travail de construire une enquête qui tient le spectateur en haleine, et en même temps d'y glisser des thématiques un peu plus sociétales et un peu plus profondes. Est-ce que le cinéma de Frederick Wiseman, que nous étudions en cours, vous inspire, et notamment son film Law and Order, qui est un documentaire qui parle de la police de Kansas City? Alors moi j'adore le travail de Frederick Wiseman, enfin pas que celui sur la police, mais tous, enfin, et je trouve qu'il fait un travail incroyable justement sur le fonctionnement des institutions. Voilà, ça peut être un grand magasin, ça peut être les services sociaux, un hôpital, la police, un monastère même, enfin il y a vraiment... Et ce que je trouve incroyable dans ces films, c'est qu'il s'est fait sans voix off, enfin voilà, il filme et il agence les choses d'une telle manière à ce qu'on comprenne les choses, les rapports hiérarchiques, les tensions qu'il peut y avoir, les difficultés, sans donner d'explication. Enfin, les images et les situations se suffisent à elles-mêmes, et ça a une vertu aussi pédagogique, parce qu'on est souvent, en tant que citoyen, on peut être curieux de savoir comment ça fonctionne derrière les coulisses, derrière ce qu'on voit. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et c'est vrai que que ça soit dans La Nuit du 12, aussi là, dans le dossier 137, où c'est la police des polices qui est une institution très opaque, dont on ne sait rien, dont personne n'a jamais mis les pieds. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir y mettre les pieds pendant une semaine et d'observer le travail, et de faire un film où on raconte à quoi ressemble ce travail, quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontées les enquêtrices ou les enquêteurs. C'est passionnant. Donc, vous avez tout à fait raison de faire un parallèle avec Wiseman, enfin, par rapport à une tentative, enfin toujours dans le cadre, moi, d'une histoire de fiction, hein, mais de faire aussi comprendre des institutions qui peuvent être aussi liées au fonctionnement d'une société ou de notre démocratie. Enfin, comme dans le dossier 137, alors je sais que vous ne l'avez pas vu, mais c'est une enquête sur une violence policière pendant une manifestation de Gilets jaunes. Donc ça pose la question du maintien de l'ordre, ça pose des questions de rapport entre les citoyens et la police, un rapport qui est très abîmé, donc comment on en arrive là. Et donc toujours sur le principe on est dans le cadre d'un film de genre, c'est-à-dire d'une enquête où il faut que le spectateur soit un peu tenu en haleine et envie de savoir quelle est la résolution de l'enquête, s'il y en a une, et en même temps d'y glisser des thématiques plus sociétales. Dernière question, votre cinéma est souvent qualifié de presque genre. Vous détournez les codes pour traiter des sujets de société. Est-ce que c'est une manière pour vous de donner des clés pour comprendre la société actuelle? Oui, c'est un peu ce que je viens de dire. Oui, enfin presque genre. Non, je pense que c'est du cinéma de genre. Enfin les deux, enfin que ce soit La Nuit du 12. Enfin après c'est ce que j'ai fait avant aussi, mais c'est plus dans dans le thriller psychologique, parce que dans les films précédents, il pouvait y avoir des crimes et des meurtres, mais la police était toujours, n'était jamais impliquée. Là, le fait qu'on voit le fonctionnement de la police, qui est une institution auquel beaucoup de gens s'intéressent, permet effectivement
de questionner des thématiques de société. Oui. Très bien. Merci. Merci Bon, beaucoup de votre super. temps. Merci C'était beaucoup. super intéressant. Merci. Merci.